Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Footing et musculation, l'ambiance est religieuse dans cette salle de sport de la rue Briseux, à Rennes. Il y a 5 ans, l'enseigne rennaise l'Orange Bleu a racheté la chapelle d'un couvent qui accueillait des sœurs jusqu'en 2003. Et aujourd'hui, 1400 sportifs se dépensent à la lumière des vitraux. L'idée était vraiment de créer un lieu un peu insolite pour pratiquer le sport, mais pour autant, l'objectif était de respecter le lieu. En quittant les lieux, la communauté religieuse a tout de même désacralisé la chapelle. Concrètement, tout le mobilier utile aux cérémonies a été enlevé. Mais en arrivant, les adhérents longent tout de même ce crucifix avant de croiser la route du bénitier. Derrière le comptoir trône encore une plaque en l'honneur de la comtesse de Pimaudan qui fonda le couvent en 1885. Même époque, mais autre renaissance, rue du Général Patton, une petite chapelle bénite en 1866 est en train de se reconvertir dans l'art. On est à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours et j'aimerais faire mon atelier de travail artistique dans ce superbe lieu. Anita Goran a acheté ce bâtiment à la ville de Rennes il y a 2 ans. Objectif, installer son atelier et proposer des expositions d'art contemporain. J'aimerais aussi garder la voûte céleste qui est particulièrement belle, peut-être pour la transformer en une sorte de caisson lumineux. On pourrait imaginer des impressions, des photographies. L'artiste ne peut pas faire tout à fait ce qu'elle veut. L'édifice n'est pas classé monument historique, mais il s'inscrit dans le plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, à Rennes, il n'est pas rare de croiser des chapelles désacralisées car d'après le diocèse, il y a trop d'églises par rapport aux besoins. Les plus emblématiques édifices religieux transformés restent tout de même le couvent des Jacobins ou encore le théâtre du Vieux Saint-Étienne. Il pourrait être considéré comme un enquêteur des champs. Laurent Saint-Dizier opère dans les grands espaces de sa région depuis 10 ans à l'aide de ses outils favoris, des détecteurs de métaux. Une activité qu'il pratique pour le loisir, mais qui n'est pas sans intérêt pour les sols et leurs propriétaires, puisqu'il permet de dépolluer les terrains. Livia Buchler et Denis Lequien, journalistes pour Vosges TV, l'ont suivi le temps d'une sortie dans une parcelle agricole. Regardez ce reportage. Voilà ce qu'on trouve beaucoup. Donc du bouton. Ça c'est du bouton, des petites bagues quand même on en trouve. Ça c'est toutes des bagues mais sans intérêt quoi, c'est de la bague de pacotille. Et c'est majoritairement dans les champs que Laurent trouve ces objets qu'il conserve dans cette boîte depuis bientôt 10 ans et ses débuts dans la détection de métaux. Chaque semaine, pendant plusieurs heures, il parcourt les terrains agricoles à la recherche de trouvailles bien sûr, mais ce n'est pas le seul objectif. Il y a un aspect très important, donc on dépollue le plomb, l'alu, tous les métaux qui sont dans les champs en fait. Surtout du plomb, il y en a beaucoup, et de l'alu. On creuse sur les 20 cm, on enlève quasiment tout ce qu'il y a dans les 20 cm. Un loisir bon pour l'environnement, mais qui doit être pratiqué dans les règles. Bon, donc ça ira à la poubelle. Ça c'est de l'alu. Donc ça c'est un casse-croûte qui a été roulé en boule et qui a été jeté là. C'est juste de l'aluminium ça. On a le droit d'aller partout sauf les sites archéologiques. Tout ce qui est site archéologique est lieu de combat en fait, mais uniquement avec l'autorisation du propriétaire. Quant aux trouvailles, tout objet datant d'avant 1875 ou appartenant aux 2 conflits mondiaux doit être déclaré en mairie et ne peut pas être gardé. Pour le reste, la décision revient au propriétaire du champ qui majoritairement laisse le butin aux détectoristes. Lors de notre tournage, hormis des métaux dédiés au recyclage, Laurent a fait une autre trouvaille. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. C'est une 5 francs Lavrillier, 1947. Bon, c'est de l'alu, c'est de l'alu, mais c'est sympa. Donc juste après-guerre. Chaque année, en moyenne, cet enquêteur des champs extrait environ 1 tonne de ferraille, 130 kg de cuivre et 100 kg de plomb. Et pour que les sols vosgiens continuent d'être dépollués de cette manière, une antenne vosgienne de la Fédération devrait voir le jour d'ici peu. Voilà, ouvrons maintenant notre page dédiée au changement climatique, à ses conséquences et aux innovations aussi qui en découlent. En quelques années, les eaux de la Corse et plus largement de la mer Méditerranée ont été colonisées par le crabe bleu. Ce crustacé venu d'Amérique est un fléau pour les autres espèces marines et pour les pêcheurs de l'île. Un problème pris très au sérieux par les scientifiques. Un reportage d'Angèle Ricciardi pour Télépaysé sur place. Les premières lueurs du matin inondent l'étang de Bigoulia, l'une des 7 réserves naturelles de l'île. Mais sous les eaux tranquilles vit un crabe bleu qui mange tous les poissons et détruit les filets des pêcheurs.
D'habitude, ce sont 6 embarcations qui sillonnent l'étang. Aujourd'hui, Michel est tout seul. Ce crabe qui vient d'Amérique du Nord peut parcourir jusqu'à 15 km par jour et il n'a aucun prédateur. Alors, les dégâts sont très nombreux. C'est du matériel qui n'est pas fait pour les crabes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. À part de les sortir de l'eau et si on arrivait à la limite à les commercialiser, ça serait déjà quelque chose de gagné. Mais là, on n'a pas de marché. Pour le moment, on n'a pas de marché. Pour aider les pêcheurs, l'Office de l'environnement de la Corse a dû investir 22 000 € dans des filets plus résistants. Mais aussi, des puces électroniques ont été installées sur plusieurs crabes pour surveiller les populations et mieux les contrôler. C'est une espèce qui s'est manifestement très bien adaptée, qui serait potentiellement aussi favorisée par le changement climatique et donc qui pose après souci une fois qu'elle est implantée évidemment sur l'ensemble de l'écosystème. Sa chair est déjà très prisée en Asie, pourvu qu'il en soit de même sur l'île. Voilà, en métropole, revenons-y justement pour découvrir à présent le travail du dernier fabricant de pierres naturelles à aiguiser. En Ariège, Alain Soucy est le fier représentant d'un savoir-faire traditionnel. Couteau, ciseaux, sécateur ou encore faux. Ces pierres permettent d'aiguiser tout type de lame. Écoutez ces quelques explications au micro de Manon Van Overmec, journaliste pour La Dépêche du Midi. C'est tout fait chez nous. Alors je dirais de A à Z, puisqu'on va aller à l'exploitation. On a un droit d'exploitation, c'est nous qui extrayons la roche, nos plaques de schiste. On les coupe avec une première scie, donc c'est des scies avec disque diamant et on travaille toujours sous arrosage avec beaucoup d'eau, pour ne pas chauffer la pierre, pour ne pas abîmer la pierre. Et ça évite aussi de faire de la fumée, de la poussière. Et après dans l'autre sens, elles seront refendues pour faire la finition, la pierre à dimension finale. Connaissez-vous la tendance rétrofit? Il ne s'agit pas de musique ou de mode, mais d'une pratique automobile. En clair, le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique d'une voiture par des batteries électriques. Une solution de plus en plus prisée en France avec la flambée des prix de l'essence. Une solution aussi qui pourrait s'imposer avec la transition énergétique. Un reportage en Bretagne de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme sur place. Cet utilitaire a plus de 10 ans et fonctionne sans bruit et pour cause, il est électrique. Idem pour cette 504 coupée de 1970. Des véhicules thermiques anciens qui n'ont plus de moteur essence, mais des batteries sous le capot. C'est le rétrofit. Le rétrofit avait été interdit depuis 1954 donc d'être faisable en France, avec un accord constructeur qu'il fallait pour pouvoir changer une motorisation. Et c'est ce que nous avons cassé en créant la filière du rétrofit électrique et en créant une réglementation avec le ministère des Transports, de l'écologie et tous les services d'homologation. La société qui installe ces moteurs électriques fait un tour de France pour convaincre des bénéfices du rétrofit. Le rétrofit séduit cette famille, prêt à en faire une activité professionnelle. Ça permet dans un premier temps d'éventuellement continuer à faire rouler des véhicules anciens qui donc ont des vieilles technologies et qui, à cause des nouveaux critères d'entrée en ville, n'ont plus le droit de rouler. Et donc ça peut éventuellement éviter de les laisser prendre la poussière dans un entrepôt. Autre avantage du rétrofit, son coût par rapport à l'achat d'un véhicule neuf, électrique, ce qui a séduit la banque partenaire du Tour. Le rétrofit présente le grand avantage d'être moins onéreux que l'achat d'un véhicule neuf, à peu près la moitié. Et donc ça permettra à des populations qui ont des moyens plus limités d'accéder à un transport propre avec une solution de financement adaptée. Selon l'ADEME, le rétrofit représente un marché français potentiel d'1 milliard d'euros pour convertir 65 000 véhicules thermiques en véhicules électriques dans les 5 prochaines années. Voilà, et les voitures que vous allez voir désormais ne changeront sûrement pas de moteur tant elles sont précieuses pour leurs propriétaires. Xavier Horry est un passionné des années 60 et plus particulièrement des voitures de cette époque. Il en compte des dizaines dans son garage et la rédaction de TL7 a eu la chance de s'y rendre pour une remontée dans le temps, sans radar ni péage. Regardez ce reportage. En épicier, en agriculteur ou bien encore en adjudant-chef de la gendarmerie. Xavier Horry est peut-être bien le seul à pouvoir exercer tous ces métiers et en même temps. À 44 ans, ce fan des années 60 fait vivre tous ces personnages à travers sa passion, la collection de véhicules qui nous replonge dans les 60s. Dans son hangar à Ferney, Xavier Horry a entreposé tous ces véhicules. Près de 70 voitures y sont précieusement abritées. Dans sa collection, on est surpris d'abord par la dizaine de voitures de la gendarmerie.
Bichonnée et repeinte pour certaines, le collectionneur aime jouer le gendarme de l'époque. C'est aussi un métier que j'aurais voulu faire. Tout à fait, donc voilà, là aussi on se rattrape. On se rattrape avec les véhicules, on se rattrape avec l'ambiance. On se rattrape via une association qui s'appelle la PTG pour laquelle on travaille un petit peu avec la gendarmerie pour faire des expos, des choses comme ça. S'il n'a pu endosser l'uniforme, aujourd'hui il s'est bien rattrapé. 4L, estafette bleue, Peugeot 305 et bien d'autres encore. Et le collectionneur ne lésigne pas sur les détails. Ce bureau recrée l'ambiance d'une brigade dans les années 60. Avec tout le matériel d'époque, que ce soit tant au niveau du matériel, machine à écrire, téléphonie, plans divers, que les manuels de gendarmerie, que les procédures. Voilà. Les années 60, une époque qui fascine ce quadragénaire. Après avoir enfilé le costume de gendarme, il se met dans la peau d'un épicier. C'est à bord de cette estafette qu'il aurait tant aimé sillonner la campagne ligérienne. Là, c'est la peau de l'épicier. L'épicier, puisque ce véhicule a 6300 km, il est équipé comme une épicerie d'époque, qui passait dans les villages dans les années 60, il y a à peu près de quoi se nourrir, vous avez de quoi boire. Tracteur, mobilette, camion et même un corbillard complètent sa collection de voitures des années 60. Depuis 30 ans qu'il collectionne tous ces objets et engins qui roulent, Xavier Horry réalise quelque part un rêve d'enfant. Nostalgique des années yéyé, cette collection digne d'un musée amuse Xavier Horry. Aujourd'hui, il continue d'agrandir sa collection à un rythme beaucoup moins soutenu qu'à une époque. Mais son esprit grand enfant, lui, perdurera encore un bon moment. Sans transition dans ce journal, du karaté à 80 ans, c'est possible. Un club de la Sarthe propose des cours aux seniors 3 fois par semaine. Un moyen de rester en forme et de s'entraîner à l'occasion avec des cadors de la discipline. Un moyen aussi d'esquiver les idées reçues. Reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. Et qui aille Go! Ok, on avance d'un pas. Ne vous fiez pas à leur âge, ils ont beau avoir entre 60 et 90 ans, ce sont pour certains des karatékas expérimentés. Pendant que tu es en combat, Au dojo du club Samouraï 2000 au Mans, des séances sont spécialement réservées aux seniors, qu'ils soient ceinture noire ou débutants. ce cours il est fait pour toutes les personnes qui sont rentrées dans les arts martiaux, mais pour l'essence des arts martiaux, c'est-à-dire se préserver pas d'une attaque extérieure, parce qu'aujourd'hui on ne va pas se faire attaquer dehors normalement, mais plutôt de la maladie et de l'âge. Et l'âge n'a pas arrêté celui qu'on appelle Dédé. Plus de 40 ans de karaté à son compteur, et c'est pour lui un véritable remède. C'est comme la pomme le matin. Qu'est-ce que ça fait la pomme le matin? La pomme le matin, quand on dit je mange une pomme le matin, je vais moins souvent chez le médecin. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait du karaté, on va moins souvent chez le médecin. Si le karaté fait travailler réflexe, concentration et mouvement, il permet aussi de créer du lien et de garder le moral. Ça permet justement d'éviter de s'enraciner, de s'encrouter, on va dire. C'est très convivial, on se souhaite nos anniversaires, à la limite on est une petite bande d'amis, et même des fois on fait participer nos épouses, et donc c'est génial si vous voulez. Ça aide aussi à vivre, à donner un mental dans la vie, c'est pas toujours facile, quelquefois on tombe dans des trous, etc. Bon, à 84 ans, on a déjà connu la maladie, etc., l'hospitalisation. Mais ça aide à se relever à chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Bien plus qu'un sport de défense, fouler le tatami peut donc éviter non pas de vieillir, mais de devenir vieux. Et puis un conseil de lecture maintenant dans ce JT avec le dernier roman d'Antoine Sénanque, nommé Croix de cendre. Son nouvel ouvrage mêle roman d'aventure, fresque historique et polar médiéval. Il nous emmène sur les routes de France pendant l'Inquisition, mais aussi sur les routes de la soie en Crimée pour découvrir les origines de la peste noire. Un roman idéal pour cet été sur les plages. Un reportage exclusif de Christophe Rigaud. Regardez. Croix de cendre, le dernier roman d'Antoine Sénanque, nous plonge en plein Moyen-Âge, le siècle des calamités, au temps de la peste noire et de l'Inquisition. C'est le siècle de la famine, d'un nouvel âge glaciaire qui fait que les loups sont dans les villes. C'est le siècle de la misère, de la guerre de 100 ans. Et c'est surtout le grand siècle de la grande peste noire du XIVe siècle qui reste le plus grand cataclysme qui a touché toute l'humanité. Donc c'est un siècle extrêmement obscur, mais
au sein de cette obscurité, il y a des lueurs. Et c'est ces lueurs que j'ai voulu faire développer, on va dire, dans le livre. Et ces lueurs sont des lueurs spirituelles, c'est-à-dire avec des grandes figures spirituelles, notamment celle de Maître Eckhart, et de ces femmes merveilleuses qui étaient les béguines et qui ont un rôle à jouer important dans le livre. Vrai roman d'aventure et polar médiéval, Croix de cendre est aussi nourri de la philosophie de Maître Eckhart, un des grands intellectuels du Moyen-Âge. Maître Eckhart prétendait que nous étions tous capables de Dieu, c'est-à-dire que l'homme était capable de devenir intégralement Dieu par adoption, ce qu'est Dieu par nature, et qu'il n'y ait pas de différence finalement entre l'individu humain et la déité. Et évidemment, cette ambition énorme était assez mal digérée, si on peut dire, par l'Église catholique, et c'est ce qui a expliqué son procès en Inquisition. Le roman nous amène aussi en Crimée, pendant le siège par les Mongols d'un comptoir génois, d'où serait partie l'épidémie de peste noire. Un jour, lors de ce siège, la peste s'est allumée dans les rangs mongols et a commencé à décimer tous les guerriers mongols. Avant de s'en aller, le chef mongol a pris cette décision qui peut être considérée comme une des premières décisions de guerre bactériologique. Il a décidé de catapulter au-dessus des murs de Kaffa, qui était le comptoir génois, les cadavres de ces soldats infectés pour que les marins génois, en revenant chez eux, diffusent la peste dans l'Europe entière. Roman haletant, Croix de cendre d'Antoine Senanque a fait partie de la liste du prix Goncourt et depuis a été traduit en 9 langues. Ils ont marqué le temps dit de la Belle Époque. Les anciens palaces de la ville d'Aix-les-Bains en Savoie sont devenus des résidences. Ils n'accueillent donc plus de prestigieux clients, mais leur splendeur n'en reste pas moins éblouissante et regorge de souvenirs de la haute société du début du XXe siècle. Visite guidée et historique menée par Victoria Lopez de la rédaction de 8 Mont-Blanc. Il est considéré à son époque comme un novateur hardi. Alors que les grands hôtels sont situés en centre-ville, l'Italien Gaudens Rossignoli fait construire à la fin du 19e siècle un établissement luxueux sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, le Splendide. On ne savait pas si ça allait marcher, si les gens allaient accepter de sortir de la ville aussi loin pour être à l'hôtel. Mais ça marchera très très bien, très fort, à tel point qu'il agrandira. Donc en 1906, il fera construire l'Excelsior. Il mourra 2 ans plus tard, en 1908. C'est son fils, Louis Rossignoli, qui a une trentaine d'années, qui est prêt à prendre la relève, qui la prend d'ailleurs avec brio et qui fera construire donc en 1913-14 le Royal. Les 3 établissements reliés à l'époque par une passerelle au-dessus de la route accueillent tout au long de la Belle Époque une clientèle cosmopolite friande de cures thermales. Les palaces attirent même des têtes couronnées comme l'impératrice Sissi en 1895. Au départ, elle devait faire qu'une seule semaine de cure à Aix et finalement elle s'est tellement plu à Aix et au Splendide qu'elle a fait ses 3 semaines, comme tout le monde, c'est toujours la prescription aujourd'hui. L'un de ses grands plaisirs, c'était prendre des bains de lait d'ânesse dans sa baignoire du Splendide. On a également eu le roi Georges Ier de Grèce. Donc lui, c'est l'une des têtes couronnées les plus fidèles à Aix, puisqu'il est venu chaque année quasiment entre 1889 et 1912. L'histoire dit aussi, est-ce que c'est vrai, mais en tout cas qu'un Maharaja ou un émir arabe avait loué tout le premier étage du Splendide, donc qui est déjà l'étage le plus huppé, le plus cher. Et il avait donné comme consigne avant d'arriver, videz-le. Enlevez les meubles, les décors. Et donc quand ses serviteurs sont arrivés, ils ont monté les tentes dans les salons. Il était comme à la maison. Après cette période, les hôtels traversent les guerres sans dommage. Alors que la belle société délaisse peu à peu les villes d'eau, Splendide, Excelsior et Royal ferment leurs portes dans les années 60. Le mobilier est mis aux enchères et le bâtiment vendu en lot. Parmi les résidents d'aujourd'hui, Serge Sueur est un passionné de l'histoire des lieux. Il a créé une association pour conserver l'œuvre de Rossignoli. J'ai commencé par acheter un premier petit appartement, puis j'ai lorgné pour acheter celui d'à côté et ainsi de suite. Parce que le problème de vivre dans ces palaces, c'est que ce sont d'anciennes chambres ou d'anciennes suites et qui sont parfois souvent linéaires en longueur. Il faut arriver à reconstituer un appartement susceptible de pouvoir recevoir les pièces à vivre, les autres pièces, etc. Avec son association, Serge Sueur se bat pour la restauration et la protection de ces établissements historiques. Il accueille chaque année le public dans le cadre des Journées du patrimoine, un patrimoine précieux et emblématique pour la cité thermale.
Certains l'appellent l'incarnat, connu et reconnu pour ses qualités dans le monde entier. Le marbre rouge du Languedoc orne certains des plus beaux édifices du monde. La basilique Saint-Pierre de Rome ou le château de Versailles en est composé. Ce marbre unique et précieux est extrait de la montagne noire de l'Aude, un site étonnant et titanesque dans lequel nous emmène Anne-Sophie Pellegri pour la rédaction de Via Occitanie. Regardez ce reportage. L'exploitation du marbre, c'est aussi un combat de l'homme avec la nature, d'où il tire de quoi magnifier l'homme. Nous sommes sur le plateau des Terralbes, sur le piémont minervois de la Montagne Noire dans l'Aude. C'est d'ici que proviennent les marbres qui ornent le Grand Trianon à Versailles et la plupart des édifices religieux et maisons bourgeoises d'Occitanie. Cette carrière est exploitée par la société Cyrnos. Chaque année, Antonio et son équipe extraient de la roche 10 000 tonnes de marbre. Chaque bloc pèse à lui seul près de 800 tonnes. Un travail titanesque réalisé à l'aide d'une scie longue de 3 mètres permettant de désolidariser la roche du sol. Au sommet, une foreuse perce la roche haute de 15 mètres afin d'y glisser un câble. Ce câble est composé de diamants qui permettent de découper la paroi. Il faut y ajouter de l'eau, car sans eau, il est impossible de découper. On glisse le câble du haut de la paroi jusqu'en bas, on le tire jusqu'au milieu de la place. Ensuite, on met la machine en marche sur les rails. Tout doit être en place au bon alignement et que la paroi soit toujours ouverte. Tiraillé par cette machine, c'est le câble qui tranche la roche. Le final est son détachement impressionnant. En 2020, une touriste a filmé la chute d'une plaque de marbre dont les blocs étaient destinés à la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ça bascule. Oh là 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 là. Oh, ça tombe. On appelle cette pierre l'incarnat ou marbre rouge du Languedoc. Le marbre le plus prestigieux et le plus connu en France. Grâce à la proximité du canal du Midi, l'incarnat s'exporta dans toute l'Europe, très apprécié par Louis XIV et notamment l'Église, qui voyait dans la pierre la couleur rouge de la Passion du Christ, associée au blanc, symbole de pureté. Mais il n'est pas le seul type de marbre que renferment les carrières de Cosne. Il y a le turquin, le gris, le cervelas. Au total, 17 faciès se déclinent et s'étendent dans le Minervois sur 16 km, parcourant les communes de Cosne, Villeneuve et Féline. Sous chacune d'entre elles, c'est près de 400 mètres de couches de marbre qui reposent. Le résultat d'une histoire géologique qui débuta il y a plusieurs millions d'années, lorsque la Montagne Noire n'était qu'un amas de récifs. Il y a 400 millions d'années, à l'emplacement où nous sommes ici, il y avait la mer, il y avait un océan. On a des sédiments carbonatés qui se déposent très lentement, millimètre après millimètre. C'est des coraux, des massifs de coraux, comme en bordure actuellement la barrière de corail au large de l'Australie. Petit à petit, ces fossiles et ce matériau va se transformer en roche. C'est ce qu'on appelle la diagénèse. Et si vous voulez, ça va prendre du temps. Ensuite, la tectonique des plaques qui s'est mise en place il y a 300 millions d'années, ces sédiments vont être broyés, contournés, chahutés. Et disons qu'au bout du compte, on a le marbre. Si le marbre de Cosne a été rendu accessible à l'homme, c'est grâce à l'érosion de la montagne qui mit toujours cet affleurement. L'incarnat est la seule carrière exploitée de Cosne-Minervois, mais 23 carrières alentour, abandonnées quant à elles, sont le témoignage d'un savoir-faire qui remonte au néolithique. Comment travailler? D'abord, la roche est inclinée naturellement. Et dans la roche, il y a des lits supplémentaires. Des lits qui sont dus à la sédimentation. À certains moments de la sédimentation,
du sable ou de l'argile ou un autre minéral s'est déposé et a provoqué une rupture de continuité entre les lits. Et c'est là l'œil de notre carrier, c'est de trouver l'emplacement où taper pour décoller la roche. On est, vous voyez comme ça se décolle là, à cet endroit-là, c'est une autre faille. Il suffit d'un coup de marteau ou de burin pour que la pierre se décolle. Derrière chaque trace, il y a un marteau, un burin, un geste gravé dans la pierre pour les siècles. Les marbrières de Caunes-Minervois sont en accès libre. Des visites sont organisées par l'association des marbrières de Caunes sur réservation auprès de l'Office de tourisme Grand Carcassonne, antenne de Caunes-Minervois. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.